Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis très heureuse de vous accueillir ce matin au nom de la Fondation pour les générations futures. On est ensemble pour le deuxième webinaire consacré au ERA Awards 2023. Et vous le voyez sur vos écrans, on va s'intéresser ce matin aux prix qui ont été décernés pour le ERA Award en Sustainable Engineering et Sustainable IT. Alors, on a de la chance puisqu'on peut compter sur le soutien de nombreux partenaires pour ces ERA Awards. Et donc, je voulais remercier ce matin IBA, qui est le leader mondial de la protonthérapie dans le traitement du cancer et qui soutient l'ensemble des ERA Awards et puis les partenaires spécifiques aux deux prix qui sont évoqués ce matin. Il y a tout d'abord EVS, qui est une entreprise belge spécialisée dans les technologies de production vidéo en direct et qui soutient le ERA Awards en Sustainable IT. Et puis pour le Sustainable Engineering, on a deux partenaires, le fonds Albert Vanet pour les générations futures et Technor. Alors les jeunes diplômés qu'on va entendre ce matin se sont distingués par leur approche systémique du développement durable, ce développement durable qui est la raison d'être de la Fondation pour les générations futures, qui est convaincue qu'on peut laisser un monde habitable à nos enfants à condition d'adopter systématiquement une démarche de pensée et d'action à 360 degrés. Alors avant de découvrir ces différents travaux passionnants qui ont été primés, quelques petites recommandations techniques, même si je pense qu'on commence à tous être un petit peu habitués à travailler en ligne. Alors vous avez tout en bas de votre écran la fonctionnalité participant. Mais si vous voulez la petite touche participant pour voir qui est en ligne, sachez que vous pouvez converser avec tout le monde ou choisir de converser avec une personne en particulier si vous le souhaitez. Donc ce petit onglet converser va nous, enfin discuter même, va nous servir évidemment après les présentations à poser toutes vos questions que je me ferai un plaisir de relayer aux différents primés. Vous avez un petit bouton réaction si vous voulez dire voilà, que ce qui est évoqué est absolument formidable, par exemple. C'est des petits émoticônes. Et puis, vous avez également en haut de votre écran, dans l'affichage, vous pouvez choisir la galerie ou l'intervenant et on vous conseille de prendre l'intervenant pour ne pas vous retrouver face à un ensemble de petites vignettes toutes noires. Si vous avez un souci technique, il y a notre assistante technique qui est là, c'est Aude, qui est là pour vous ce matin. Donc, n'hésitez pas, si vous avez un souci de son, de connexion ou autre, elle sera là pour répondre à toutes vos questions. On est ensemble pour 1 heure et demie environ. Il y a 5 travaux qui sont présentés ce matin. Et donc, voilà comment ça va se passer. Il y a chaque fois une petite présentation du travail en 3 minutes. Ensuite, on donne la parole au promoteur ou à la promotrice du mémoire en question. Et ensuite, on va demander à la présidente ou au président du jury, évidemment, ça va dépendre dans quelle catégorie, d'exprimer aussi le ressenti des membres du jury par rapport à ce travail en question. Et puis après, il y a 10 minutes de questions-réponses qui sont prévues par travail. Et donc, c'est là qu'on vous demandera de nous adresser vos questions via le petit onglet Discuter qui se trouve au bas de votre écran. J'espère que tout est clair pour vous. Et si c'est bien le cas, eh bien, on va commencer avec la première catégorie, c'est l'ingénierie durable. Il y a 2 travaux qui sont présentés dans cette catégorie. Et c'est Yanis Govarts qui a l'honneur d'ouvrir le bal. Bonjour Yanis. Voilà, je te laisse le temps de nous rejoindre. Tu es le lauréat 2023 du ERA Award en ingénierie durable. Tu as terminé ton master de bio-ingénieur en sciences et technologies de l'environnement à la faculté de Jean Blou Agrobiotech de Lulliège. C'était en mai 2022 et tu es actuellement développeur indépendant de systèmes d'épuration individuelle et ton mémoire de master s'intitule Perspectives de transition du secteur de l'assainissement individuel en Wallonie. Alors, tu as eu une promotrice et un promoteur pour ce mémoire, Angélique Léonard, qui est professeure ordinaire à l'unité de recherche en Chemical Engineering à Lulliège, et Luc Mine, qui n'est pas parmi nous aujourd'hui, qui est ingénieur agronome et maître de conférence à Lulliège. On retrouvera ensuite la présidente du jury tout à l'heure, que j'aurai le plaisir de vous présenter. On va commencer avec toi, Yanis. Est-ce que tu es bien avec nous? Oui, tout à fait, je suis là, bonjour. Voilà, Yanis, bonjour. Alors, tu avais envie de nous proposer une petite vidéo ce matin, mais il faut peut-être un petit peu la remettre en contexte d'abord. Oui, tout à fait, c'est une vidéo que j'ai réalisée dans le cadre d'un autre concours qui était proposé par Ingénieurs sans frontières. Et voilà, j'ai mis toute mon énergie, toute ma créativité à faire quelque chose de didactique et d'agréable au visionnage. Eh bien, c'est génial, je propose qu'on lance cette vidéo.
Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'eau, mais pas de n'importe quelle eau. Je vais vous parler de l'eau qui sort souillée de nos habitations. La gestion de ces eaux s'appelle l'assainissement. Historiquement, l'assainissement est apparu suite à une nécessité de sortir ces déchets liquides des villes. Ceci, principalement pour des raisons sanitaires. C'est comme ça que l'égout est né. Malheureusement, le bilan de ce modèle n'est pas tout rose. Parmi les multiples impacts et externalités qui lui sont associés, on peut citer par exemple la consommation énergétique des infrastructures, la dégradation des écosystèmes ou encore une perte de résilience dans les systèmes agricoles. En effet, nos excréments contiennent les nutriments qui se trouvaient dans nos aliments. Ceux-ci finissent détruits dans les stations d'épuration ou déversés dans l'environnement et ne peuvent pas retourner sur les terres agricoles. Il en résulte une perte sèche de fertilité qui est compensée par la production de fertilisants de synthèse dont le bilan environnemental est désastreux. C'est cet état des lieux qui m'a poussé à me pencher sur cette thématique complexe et à me mettre en quête d'alternatives au modèle du tout à l'égout et de la toilette à chasse d'eau. J'ai ainsi découvert une large palette de solutions à même de relever le défi. Ces solutions, elles sont nombreuses et diversifiées. Je n'ai pas le temps de vous les résumer toutes ici. Ce que je peux vous détailler par contre, c'est qu'elles reposent toutes sur un grand principe. Le principe de la séparation des effluents. En effet, nos eaux usées proviennent de sources très différentes et ont des propriétés très différentes. Nous avons d'une part les eaux grises, qui sont les eaux de douche, de vaisselle, de lessive, etc. Et d'autre part, les eaux noires, qui sont les eaux de toilette, et qui sont constituées de la matière fécale, de l'urine et de l'eau de chasse. En collectant et traitant séparément ces effluents, on peut améliorer énormément l'efficacité du système. On applique en fait le principe du tri des déchets à nos déchets liquides. Ces solutions, non content de les identifier, je les ai en partie testées dans plusieurs dispositifs expérimentaux. Ceci afin de vérifier leur efficacité et leur ergonomie. J'ai ainsi pu constater qu'une partie de ces techniques sont tout à fait viables et performantes. En revanche, en approfondissant ma recherche, j'ai compris que ce qui s'oppose à leur déploiement, c'est un important verrouillage sociotechnique. En effet, d'une part, certaines choses ne sont pas permises, ou parfois même pas reconnues comme possibles dans les textes de loi. D'autre part, il y a aussi un fort blocage culturel et psychologique autour de tout ce qui touche à nos excréments. Enfin, ces solutions nécessitent des transformations importantes dans nos infrastructures. Il est donc difficile de les mettre en œuvre à court terme. Pour conclure, je dirais donc qu'une transition dans nos systèmes d'assainissement est possible, mais il faut l'amorcer dès aujourd'hui. Ceci par un travail de sensibilisation à ces thématiques, d'autre part par la refonte de certains textes de loi, et enfin par le développement de projets pilotes et démonstrateurs. Merci beaucoup. Merci Yanis. On va se retrouver évidemment dans quelques minutes pour les questions-réponses parce que je ne doute pas qu'il y a des questions qui vont voilà, nous venir au sujet de ton travail. Mais en attendant ces questions qu'on vous invitera donc à nous donner via le petit onglet Discuter, je vais inviter ta promotrice Angélique Léonard à nous rejoindre. Bonjour. Bonjour. Alors, quel a été l'apport scientifique et sociétal du mémoire de Yanis? Alors, en termes d'apport, je pense que la première chose que je tiendrai, c'est le fait qu'il nous a finalement ouvert les yeux, parce qu'on a l'habitude de penser, suivant, on va dire, la norme dans nos pays développés, c'est-à-dire l'épuration de manière intensive des eaux usées, alors qu'il y a d'autres solutions auxquelles on se refuse de penser parce que ce n'est pas celle qui a été mise en place. Et on sait que voilà, ça a nécessité des financements importants au travers de la SPGE, etc. Et vraiment, je pense que l'engagement de Yanis, qui est aussi un engagement citoyen, parce que comme il a dit, il a testé même chez lui les solutions qu'il a développées, ça a vraiment permis de penser autrement, d'ouvrir le champ des possibles. Et finalement, bah, dans cette perspective de développement durable que l'on veut mettre en place, bah, d'être moteur quelque part dans le fait de changer nos pensées, de regarder autrement bah, ce secteur de l'assainissement. Alors, on pense qu'aujourd'hui, on est finalement à la meilleure solution disponible, mais on se rend compte que ce qui était mis en place est très clairement perfectible, en fait. Merci, merci beaucoup. Et je vais demander à présent l'avis de la présidente de ce jury en ingénierie durable, Géraldine Tran. Bonjour. Bonjour Caroline, bonjour à tous. Alors, vous êtes licenciée en sciences de l'information et de la communication à l'ULiège et vous êtes depuis 2019 rédactrice en chef d'Athéna, qui est un magazine de vulgarisation scientifique qui est édité
Depuis 2009, hein, mais voilà. 2009, ah oui, c'est ça. Voilà, 2009, oui, pardon, c'est ça. Département de la recherche et du développement technologique du SPW Recherche. Alors, qu'a pensé le jury de ce mémoire de Yanis? Alors déjà, sur les 22 candidatures, on n'a jamais eu autant de boulot, donc ça, le jury était vraiment ravi du nombre de candidatures. Et alors, pour le mémoire de Yanis, c'est celui qui répondait simplement le plus à l'approche systémique à 360 degrés. C'était vraiment un enjeu majeur au niveau du développement durable, bien sûr, mais au niveau sociétal aussi. Voilà, on a vraiment apprécié le fait qu'il levait un tabou, ce qui est la première démarche à faire quand on veut évidemment faire évoluer les mentalités. Voilà, on a vraiment apprécié aussi un travail de recherche sur l'état des lieux de l'existant, vraiment relativement exhaustif. Le fait qu'il expérimente aussi et ce qui permet de faire des propositions vraiment pertinentes, concrètes et où on voit les applications possibles. Voilà, on a aussi apprécié la démarche de participation et de tenir compte de l'acceptation sociale aussi de ce qu'ils souhaiteraient mettre en place. Donc, c'était vraiment un travail global top. Merci beaucoup Géraldine. On vous retrouvera dans quelques minutes après le deuxième travail qui sera Avec présenté. plaisir. Voilà, dans cette même catégorie, on va passer aux questions-réponses avec toi, Yanis. C'est une première question qui nous est venue. Quelles sont les solutions alternatives évoquées? Parce qu'on a évidemment envie de rentrer dans le concret. Alors, c'est une très vaste question, auquel il est difficile de répondre en quelques mots, mais une des pistes de solutions dont j'aimerais parler, c'est la revalorisation de l'azote qui provient de nos effluents. On retrouve principalement dans l'urine une portion assez conséquente de l'azote qu'on a amené aux cultures qui ont permis de produire l'alimentation qu'on consomme. Et actuellement, cet azote est minéralisé dans les installations d'épuration. Et donc, on a un système linéaire. Avec, en amont, on a la production d'engrais de synthèse à partir de ressources fossiles, du gaz naturel en l'occurrence. Et tout en bout de course, on a la minéralisation de cette même ressource. Et pour repartir au départ, on doit reconsommer des ressources fossiles. Et ce que certaines personnes tentent de faire et tentent de démontrer la faisabilité et on va dire la soutenabilité économique, c'est de revaloriser les urines directement plutôt que d'à chaque fois repartir à zéro. Et ça peut se faire en l'occurrence en collectant séparativement les urines du reste des effluents domestiques et éventuellement en leur appliquant certaines formes de traitement pour les traiter au niveau sanitaire et pour faciliter leur utilisation dans le monde agricole. Alors, Géraldine Trane nous disait que tu avais testé des choses toi-même. Qu'est-ce que tu as pu tester concrètement? Alors, à ce niveau-là, ce que j'ai pu tester, c'est des dispositifs qui permettent de faire cette collecte sélective des urines. Donc, ça se joue au niveau du siège de toilette. Donc, on touche vraiment là à quelque chose de très sensible au niveau culturel, puisqu'on a des habitudes, on a des tabous autour de tout ça. Et confronter les gens à c'est du mobilier en fait, une toilette c'est du mobilier, confronter à un mobilier différent c'est pas facile, les gens n'ont plus leurs repères et il faut arriver à sensibiliser à la démarche et faire comprendre l'enjeu qu'il y a derrière, qui n'est pas juste l'enjeu de tirer la chasse et consommer de l'eau potable pour évacuer nos excréments, mais qui est un enjeu beaucoup plus complexe et global au niveau sociétal. Et donc j'étais amené à mettre en place des dispositifs de ce style-là et à du coup en parler avec les personnes qui ont été amenées à l'utiliser et sensibiliser et constater le cheminement de réflexion des gens qui sont confrontés à cette approche sur la question. Dans la question d'Émilie, il y avait aussi ceci. Est-ce que tu as utilisé des toilettes sèches, par exemple, pour une partie des excréments ou Oui, alors le concept de toilette sèche est assez vague. C'est un terme générique, on va dire, qui recoupe tout un tas de choses différentes.
qui ont tout en commun de ne pas utiliser de chasse d'eau pour le transport des excréments. Mais derrière les toilettes sèches, on peut avoir des toilettes avec séparation des urines et de la matière fécale. On peut avoir des toilettes avec un compostage aérobie, anaérobie, avec voilà, toute une diversité de choses qui sont pas du tout, pour certaines, pas du tout nouvelles. On a eu des latrines depuis que l'homme est sédentaire. Et dans les différentes cultures, on a des choses très différentes qui sont apparues. Et on a un cheminement socio-culturel qui nous a amenés ici dans l'Europe occidentale à un certain modèle, mais il y a un tas de choses différentes qui ont vu jour à travers l'histoire de l'humanité. Oui, c'est ça, c'est ce qu'Angélique Léonard nous dit, hein. D'ailleurs, ces modes séparatifs sont utilisés dans d'autres régions du monde, comme en Afrique du Sud. C'est des modèles dont tu as pu t'inspirer pour ce travail? Peut-être pas directement de modèles historiques, mais inspiration d'autres projets de recherche et d'autres démarches expérimentales du même style. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, dans ton travail actuel, tu poursuis ce que tu as entamé là à travers ce mémoire de master? Alors, au niveau personnel, individuel, dans mon lieu de vie, oui. Ouais. Au niveau professionnel, j'ai entrepris une collaboration avec des gens qui ont une petite entreprise qui est active dans le secteur de l'assainissement individuel. J'ai été assez actif avec eux pendant plusieurs mois. Et puis là, la collaboration est un petit peu floue et on ne sait pas trop vers quoi on va. Donc, c'est en cours de réorientation, de précision, on va dire. Oui, c'est ça, parce qu'on connaît aussi des modes qui sont utilisés dans les campagnes avec des roseaux, etc., pour les sanitaires, etc. Maintenant, on se dit peut-être qu'en ville, c'est plus compliqué. Est-ce que c'est un système qui s'applique aussi facilement dans les campagnes que dans les villes? Alors, une des grosses conclusions de mon travail, c'était qu'il n'y a pas une solution unique, mais il y a une palette de techniques à combiner et à adapter, à réinventer selon des situations très, très différentes. Et en fait, on a des besoins très différents dans différents contextes. Par exemple, dans un bâtiment de bureau, dans un centre commercial, dans une gare, dans un appartement, on a une utilisation tout à fait différente des sanitaires. Et une échelle aussi qui est différente. Et par exemple, en ville, dans des bâtiments de bureaux, il y a des choses qui seront très pertinentes à mettre en place et potentiellement économiquement viables, qui ne le seraient pas du tout dans un appartement individuel. Donc, la réponse, elle est pas oui ou non, elle est combien de personnes, est-ce que c'est de l'habitat, est-ce que c'est un espace public, est-ce que c'est des utilisateurs réguliers, et en fonction de ça, il y a différentes choses qui sont possibles, mais oui, même en milieu urbain, il y a des choses qui sont envisageables. Alors, Émilie nous dit, tu parles d'assainissement individuel, est-ce à dire que les eaux grises ne sont pas traitées par station d'épuration, mais alternatives, genre lagunage, et quelle est l'efficacité de ces pratiques? Alors, tout est possible. On peut avoir une approche séparative et avoir une partie des effluents qui est traitée de façon collective et une autre de façon individuelle, ou avoir une gestion séparative et une gestion individuelle des différents effluents. Pour ce qui est de l'épuration extensive, donc tout ce qui est lagunage, phytoépuration et toutes ces pratiques-là, c'est tout à fait abouti. On connaît ces techniques-là depuis les années 80 et ça a fait tout un chemin et techniquement, on maîtrise tout à fait ça. D'ailleurs, on me dit qu'il y a plusieurs systèmes agréés par la région qui sont des systèmes extensifs de phytoépuration et c'est tout à fait performant et pour avoir été actif dans le secteur, là, j'ai pu tester, faire des analyses et constater que c'est tout à fait performant. Et c'est des systèmes qui sont simples et robustes, sans matériel électromécanique, sans consommable, sans adjuvant. C'est quelque chose de tout à fait biologique et même spontané, en fait, on pourrait retrouver des homologues de ça dans le milieu naturel de façon spontanée. Bon, c'est super. On sent qu'il y a encore un peu de travail au niveau des mentalités pour que tout le monde puisse entrer dans ce genre de démarche. Merci en tout cas, Yanis, pour la présentation de ce travail. Merci beaucoup et bravo à toi. Merci, au revoir. Au revoir. On va poursuivre avec un travail qui a reçu une mention spéciale du jury dans cette même catégorie en Sustainable Engineering. C'est le travail de François Pierson. Bonjour François.
Bonjour. Voilà. Alors, ton mémoire s'intitule L'intégration des enjeux de développement durable dans la formation des ingénieurs, une approche par les systèmes complexes, une revue de la littérature et une application en grille d'analyse pour outils opérationnels d'intégration. Alors, François, tu as terminé ton master en ingénieur civil mécanicien à la faculté polytechnique de Mons, à Lumons. C'était en juin 2022 et tu y es actuellement doctorant. Tu as eu deux promoteurs pour ce mémoire, Sébastien Bette et Loan Astorino, qui mènent des recherches à l'UMONS sur l'éco-innovation, les changements de paradigme et les nouveaux modèles d'organisation liés à la transition socio-écologique. On retrouvera l'un d'eux par écran interposé dans quelques instants. En attendant, François, c'est à toi, on t'écoute pour 3 minutes. Et merci pour cette introduction et bonjour à tous. Mon mémoire s'est porté sur la question de l'intégration des enjeux de développement durable dans la formation des ingénieurs. Grande question. Et l'angle d'approche a été celui des systèmes complexes qui a joué le rôle d'analogie. On verra ça un peu plus tard. Mais donc, pour synthétiser, le constat est que les enjeux de développement durable aujourd'hui dans les écoles d'ingénieurs sont abordés de manière relativement ponctuelle et isolée. Certains professeurs qui ont la volonté d'intégrer ces enjeux dans leurs cours personnels, mais sans véritable stratégie globale d'intégration de la part des institutions. Et on sait que le besoin sociétal pour demain est d'avoir ces enjeux de façon globale et systémique. Et donc, entre les deux, il y a un enjeu, l'enjeu de l'intégration, le fait de passer du développement durable abordé de manière ponctuelle à le fait de l'aborder de manière systémique. Pour ça, on a sondé la littérature scientifique dans beaucoup de domaines, entre autres les sciences de l'éducation, les sciences sociales et les sciences de la complexité, qui sont des sciences émergentes en ce début du XXIe siècle. Et donc, tous ces résultats-là, ils ont pu être documentés dans une grosse revue de littérature qu'on a structurée à partir d'un modèle de vision systémique et qui proposait de structurer la vision systémique en répondant à la question pourquoi, quoi, comment, qui, etc. On a pu identifier avec les sciences de la complexité des résultats comme des phénomènes sociaux. Donc on peut parler par exemple de l'homéostasie, qui est la résistance au changement, ou de l'émergence, qui est l'apparition de nouvelles propriétés à l'échelle macroscopique. Et puis, c'est principalement les barrières et les leviers qui, de manière opérationnelle, permettent de mener efficacement une intégration. Et puis, tous ces résultats-là qui ont dérivé sur des critères d'efficacité et de pertinence des stratégies d'intégration, on a pu en déduire une grille de critères et qui permet donc effectivement d'évaluer des stratégies d'intégration d'une part, et puis des outils d'aide à l'intégration, puisque ça existe. Le Shift Project, notamment, en a publié une l'année passée et elle a pu être analysée donc dans le cadre du TFE. Je vous invite à aller la lire, c'est très intéressant. Et puis donc finalement, cette grille-là, elle s'adresse de manière générale aux universités où il y a des écoles d'ingénieurs pour les accompagner dans les changements de comportement et dans les actions à mener pour l'intégration, pour leur permettre d'identifier stratégiquement les barrières et les leviers et l'implication, la coordination de toutes les parties prenantes, pour mobiliser efficacement et préserver les ressources humaines et financières, tout ça dans le but finalement de former des ingénieurs qui sont plus résilients, qui adaptent une vision systémique et qui maîtrisent leurs impacts sociaux et écologiques, ce qui est finalement l'objectif final de ce TFE. Voilà. Merci beaucoup François. On te retrouve dans quelques minutes évidemment pour les questions-réponses, donc n'hésitez pas déjà à poser vos questions à François via l'onglet Discuter. Et je le disais, tes promoteurs n'ont pas pu être là, mais Sébastien Bette, qui est l'un d'eux, nous a laissé un petit message vidéo qu'on va diffuser tout de suite. Bonjour à tous. Tout d'abord, bravo et merci à la Fondation d'avoir pris en compte ce travail de fin d'études plus transversal qui porte sur l'enseignement et la formation des ingénieurs dans le jury engineering, qui montre l'importance de questionner cette formation pour viser l'engineering soutenable en termes de finalité de formation.
Par rapport aux questions de recherche qui sont adressées et l'apport à la recherche, il y a deux dimensions qu'on peut mettre en avant. Le travail de François s'inscrit directement en articulation avec ce qui a été fait en France par le SHIFT Project et l'INSA, l'Institut national des sciences appliquées. Et dans le rapport d'accompagnement qu'a sorti le SHIFT et l'INSA, il montre l'importance de s'approprier en interne ce travail de modification, d'intégration des enjeux de développement durable dans la formation des ingénieurs. Et c'est bien en ce sens que le travail de François s'inscrit, puisqu'il a permis de lancer un travail de recherche, de type recherche-action, en interne à la faculté sur cette question-là, pour justement amener la faculté à se questionner sur ces enjeux et identifier des livrables d'accompagnement pour intégrer ces enjeux de développement durable, ces questions de développement durable dans la formation d'ingénieurs, intégration efficace et pertinente. En parallèle de cela, on peut faire le lien avec ce qui se passe en éco-innovation, qui est une autre thématique de recherche dans le service, qui est comment une organisation, une industrie, une entreprise s'inscrit face aux enjeux de demain. Donc, éco-innove, comment elle se positionne par rapport à l'ensemble de ces questions. Et finalement, la question peut être transposée à toutes les organisations, et les facultés et les universités sont aussi des organisations qui sont amenées à faire cette éco-innovation au sens large, de se positionner par rapport aux enjeux de demain. Et donc, il y a aussi des parallèles à faire entre ce qui se passe dans les entreprises, dans les industries et dans les facultés et les universités. Voilà, merci. Merci à Sébastien Bette de nous avoir laissé ce message. Avant de te retrouver pour les questions-réponses, je vais redonner la parole à la présidente du jury en Sustainable Engineering, Géraldine. Vous revoici. Alors, comment se sont positionnés les membres du jury par rapport à ce travail qui, je le rappelle, a reçu une mention spéciale du jury? Voilà. Je dois avouer qu'on a été un peu déroutés quand même par le sujet qui était totalement disruptif par rapport à tout ce qu'on avait déjà reçu cette année et les années précédentes également. Mais voilà, on avait envie de souligner quand même l'effort, même si ce n'était pas un travail d'ingénierie soutenable, mais sur l'ingénierie soutenable. On avait vraiment envie de souligner le fait que c'est un enjeu quand même majeur, qu'il essaie d'implémenter de nouvelles mentalités, etc. aussi en amont des formations. Et tout ce qu'on souhaiterait qu'il soit appliqué au niveau systémique dans les travaux d'ingénierie, voilà, ils souhaitent l'implémenter avant. Donc ça, on tenait à le signaler. Et on trouvait que c'est un travail qui méritait vraiment d'être présenté aux instances politiques, pédagogique, mais aussi au grand public pour qu'il y ait aussi une conscientisation des formations d'ingénieurs actuellement qui sont un petit peu en manque de cette approche systémique-là. Et puis, c'était un travail d'analyse très, très complet, un très gros boulot et qui finalement rencontrait quand même les enjeux du prix. Donc voilà, on souhaitait vraiment qu'il ait une visibilité par rapport à ça. Merci beaucoup Géraldine. Alors, je vais rebondir sur ce que Géraldine Tran disait à l'instant. François, ce travail mériterait d'être présenté aux instances politiques et académiques. Est-ce une démarche dans laquelle tu t'inscris? Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui pour faire connaître ce travail? Alors oui, effectivement, l'objectif du TFE principalement, c'est après d'être diffusé et que les résultats puissent être appliqués, puisque dans la majorité de la littérature scientifique, malheureusement, les résultats restent sans application, ce qui est un petit peu dommage, puisqu'il y a une véritable richesse derrière ces résultats-là. Donc oui, l'idée, c'est que ce soit appliqué par les institutions. Alors, moi, du coup, ici, j'ai entamé un doctorat dans la continuité du TFE. Le but, c'est bien sûr de travailler sur le terrain dans les institutions, là où j'ai été diplômé. Donc, je connais bien l'institution et le contexte. L'idée, c'est de travailler sur le terrain pour vraiment matérialiser cette approche d'intégration. Alors, je peux malheureusement pas faire ça partout, donc c'est pour ça que la diffusion du TFE est tout à fait déterminante. J'ai eu l'occasion de discuter avec beaucoup de gens et de leur transmettre le rapport. Il y a encore la semaine passée, je l'ai transmis dans une université au Brésil.
parce qu'effectivement, ce sont des travaux qui intéressent beaucoup de gens, vu qu'il y a des comités de pilotage qui émergent un petit peu partout dans le monde pour l'effort d'intégration. Donc, je pense que les résultats rencontrent une demande réelle. Oui, oui, c'est sûr. Et on sait en plus qu'on est en pleine réforme de la formation initiale des enseignants, et donc on peut imaginer que ce sont évidemment des aspects qui vont entrer en jeu. On a une petite question d'Émilie ici qui nous dit quelles sont les facultés d'ingénieurs les plus innovantes en matière voilà, de développement durable. Je pense au master en low-tech de Nantes, en lien avec l'exposé de Yanis. Oui, tout à fait. Alors, ça dépend sur quel plan on se trouve, parce que toutes les universités ne donnent pas la priorité aux mêmes endroits. Il y a des universités qui sont très innovantes sur le plan de la recherche, par exemple. On parle de l'école polytechnique de Paris, qui est très, très avancée sur les questions d'approche systémique, mais plutôt du côté recherche. Par contre, au niveau éducation, là, effectivement, on peut citer l'école de Nantes, on peut citer l'école de Troyes aussi, qui sont bien avancées sur ces questions-là et qui ont déjà un regard assez holistique sur la question. Malheureusement, en Belgique, on traîne un peu plus du pied. Ce sont les écoles françaises et notamment celles du groupe INSA qui sont pionnières dans le domaine. Mais l'idée, c'est bien sûr d'embrayer la démarche, mais bien sûr en gardant une identité qui est propre à la Belgique et en identifiant bien sûr le contexte particulier qui est ici. Alors, Angélique Léonard nous dit, pour parler de ma faculté qui forme des ingénieurs et enseignant moi-même dans la thématique du développement durable, je peux assurer que la réflexion est présente. De nombreux cours et projets intégrés font appel à cette approche systémique, mais on communique encore mal sur ces points. Est-ce que tu as ce sentiment aussi que entre les universités, finalement, il y a plein de choses qui pourraient être échangées, partagées et que ça ne se fait pas aujourd'hui? Oui, tout à fait. Effectivement, ça, c'est un des grands points. C'était dans les résultats du TFE. Ça a été vraiment l'enjeu de la coordination et de la communication entre parties prenantes, mais entre universités également. Il y a énormément de recherches de terrain qui ont pu être menées et effectivement des retours d'expérience très intéressants, très éclairants sur les barrières qui arrivent et qu'il faut essayer de surmonter. Et notamment, ces barrières, le manque de communication, il fait clairement partie. Donc, bien sûr, il faut créer du réseau autour de ces thématiques-là. C'est peut-être le levier le plus important. Effectivement, il faut communiquer, bien sûr, tous ces résultats-là. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui émergent. Il y a beaucoup de gens qui sont très motivés et la communauté existe réellement derrière ces enjeux-là. Ouais, et toi, ton travail, j'imagine, est parti de ton constat sur le terrain. Est-ce que tu as été un peu en manque justement de ces thématiques-là dans ta formation? Oui, effectivement. Géraldine le disait tout à l'heure, c'est pas un travail très technique et effectivement, malgré un intérêt approfondi pour les sciences, j'ai jamais eu cette fibre 100% technique. Moi, j'ai toujours voulu intégrer des questions plus sociologiques, plus philosophiques dans mes travaux et notamment autour de l'écologie. Ça en fait clairement partie. Donc, effectivement, j'ai eu un peu un sentiment de trop peu à la fin de ma Master 1. C'est pour ça que j'ai choisi ce TFE. À la fin de ma Master 1, un sentiment de trop peu par rapport à ces questions-là. J'en ai fait part aux autorités qui disaient être à la recherche de gens motivés pour travailler sur la question. Et c'est comme ça que ça a embrayé. Ah oui, c'est ça. Alors, Marianne qui nous demande comment soutenir efficacement les professeurs qui sont déjà engagés dans cette démarche aujourd'hui pour avoir un changement d'échelle. Excusez-moi, vous pouvez répéter la question? Comment est-ce qu'on peut soutenir les professeurs qui sont déjà engagés dans cette démarche et espérer effectivement avoir un changement d'échelle et que ça se généralise? Alors oui, tout à fait. Il y a beaucoup de profs qui sont très motivés, mais qui parfois peuvent se sentir seuls. En fait, la meilleure stratégie, en l'occurrence, c'est de ne pas ce qu'on appelle se battre contre le vent, c'est-à-dire ne pas donner beaucoup d'efforts dans des endroits qui sont peu stratégiques. Là où c'est le plus stratégique de jouer, c'est dans la constitution d'une communauté autour de valeurs communes. Ça, c'est vraiment l'élément déterminant. Je vous parlais d'émergence tout à l'heure, c'est exactement ce phénomène-là qu'on essaie d'exploiter. Quand une communauté émerge autour de valeurs et de thématiques communes, eh bien, c'est une force et on peut faire jouer ce qu'on appelle un effet de seuil, c'est-à-dire au-delà d'un certain pourcentage d'une communauté, eh bien, ça tourne autour des 17%, eh bien, cette communauté gagne en importance
sur le plan symbolique, et donc des mesures à plus grande échelle peuvent être employées. Formidable, merci. Merci beaucoup François, bravo. On va refermer cette page en Sustainable Engineering. Bravo aussi à Yanis, merci aux promotrices, promoteurs de ces deux mémoires. Et on va passer à présent à la catégorie suivante, c'est Sustainable IT. Et on va commencer avec Pietro Favaro, qui est lauréat de cette Terra Award en Sustainable IT. Alors Pietro, tu as terminé ton master d'ingénieur civil électricien à la faculté polytechnique de Mons, à l'UMONS, c'était en juillet 2022, et tu y es actuellement aspirant FNRS, et tu es lauréat pour cette ERA Award. Donc, ton mémoire traite du pompage-turbinage des eaux souterraines, une technologie prometteuse de stockage d'énergie en Wallonie et ailleurs. Alors, tes promoteurs sont Jean-François Toubeau, chercheur senior à la KU Leuven et collaborateur scientifique à l'UMONS, ainsi que François Vallée, qui est professeur et vice-doyen de la faculté polytechnique de Mons. Je vous présenterai le président du jury dans quelques minutes. En attendant, Pietro, si tu es prêt. Oui, voilà. Bonjour à tous. C'est à toi, on t'écoute. Voilà, alors le travail de fin d'études que j'ai réalisé s'intéresse à la problématique du stockage d'énergie. Il faut savoir que le stockage d'énergie est primordial afin de permettre la transition énergétique, puisque la transition énergétique nous amène à devenir dépendants d'énergies renouvelables qui sont intermittentes. Typiquement, l'énergie solaire atteint son pic de production en été, en milieu de journée, alors que les pics de consommation d'électricité prennent place davantage en hiver, en matinée et en soirée. Et donc, il faut être capable de stocker l'excédent de production et de le réutiliser dans les moments opportuns, donc quand il y a des grandes demandes de consommation. Ça, c'est le rôle du stockage d'énergie. Et aujourd'hui, ce stockage d'énergie est à 95% fait de stations de pompage-turbinage. C'est une technologie finalement mature, qui est peu polluante, bon marché et qui permet de garantir une indépendance énergétique. Le problème du pompage-turbinage, c'est que les marchés d'électricité nous imposent de prédire les actions qui seront effectuées le lendemain. Donc la veille, il faut savoir déjà ce qu'on fera le lendemain. Et cette prédiction est très compliquée pour les stations de pompage-turbinage parce que ce sont des stations donc, qui fonctionnent en pompant de l'eau de basse altitude vers la haute altitude quand on souhaite stocker de l'énergie. Et puis quand on veut produire de l'électricité, on relâche l'eau de la haute altitude vers le bassin dit inférieur, donc à une altitude inférieure. C'est compliqué parce qu'il y a d'un côté les contraintes électriques, donc quelle est la puissance qu'on produit, et puis de l'autre des contraintes hydrauliques liées à ce débit d'eau, à ces hauteurs d'eau. Et donc tout ça est compliqué à prédire, à modéliser, et l'approche qu'on a eue dans ce travail, c'est de se dire que au lieu d'essayer de mettre une équation physique sur cette relation entre contraintes hydrauliques et production d'électricité, on a décidé d'observer. On a observé le fonctionnement de la centrale et on a collecté des données. Ces données, nous les avons approximées avec un réseau de neurones qui avait pour but de prédire la production d'électricité. Et une fois ces prédictions satisfaisantes, nous les avons intégrées dans ce qu'on appelle un problème d'optimisation. Alors, le problème d'optimisation, en plus de la prédiction, contenait des équations assez simples qui traduisent la physique du problème. Typiquement, on ne veut pas qu'un bassin d'eau déborde, on ne peut pas utiliser un bassin d'eau qui est vide, etc., etc. Une fois qu'on résout ce problème, en fait, on a pu montrer qu'en agissant avec cette nouvelle méthode, on était capable d'augmenter la participation des centrales de pompage-turbinage au marché de l'électricité de 50%. Donc finalement, on peut voir ça comme augmenter leur efficacité. Et cela sans nouveaux investissements et dès à présent, puisqu'il s'agit simplement d'un programme informatique à mettre en place. Et il faut savoir que le pompage-turbinage, c'est vraiment une solution d'avenir en Wallonie, puisque grâce à notre passé carrier et minier, il y a plus de 150 sites qui pourraient être utilisés pour faire du pompage-turbinage souterrain, c'est-à-dire que le bassin supérieur est alors situé en surface et le bassin inférieur en sous-sol dans des anciennes galeries. Voilà. Merci beaucoup. Merci Pietro. Je vais inviter à présent l'un de tes promoteurs qui est avec nous, Jean-François Toubeau. Oui. Et voilà, vous êtes là, soyez le bienvenu. Alors, en quoi est-ce que le mémoire de Pietro participe à construire un monde durable ?
Tout d'abord, comme Pietro l'a expliqué, ça nous permet de nous montrer qu'on a un potentiel sous les yeux, notamment en Wallonie, et qu'on peut exploiter ce potentiel en faisant sauter certaines barrières techniques. Donc effectivement, les anciennes mines ou les anciennes carrières, au lieu de les laisser à l'abandon ou de simplement les remblayer, on peut utiliser ces grands bassins naturels pour venir aider le système énergétique. Alors les avantages, ils sont nombreux. Donc non seulement c'est sobre en ressources, parce que l'infrastructure est là et les moyens techniques technologiques en plus à mettre en jeu sont tout de même assez réduits comparés à des grandes batteries, par exemple, qui demandent énormément de ressources, très gourmandes en métaux et en matériaux. Et ensuite, on a également montré qu'au-delà des aspects environnementaux, il y a également un intérêt économique à large échelle, parce que ça va vraiment permettre de réduire les coûts du système énergétique et de venir intégrer les énergies renouvelables de manière la moins coûteuse possible au niveau système. Ce qui est également important à souligner, c'est que les développements de Pietro, les développements mathématiques et informatiques, ils sont vraiment génériques. Et donc, ils ouvrent la porte à diverses possibilités. C'est-à-dire que ces stations elles pourraient être utilisées notamment pour favoriser le développement de communautés d'énergie renouvelable, des collectifs citoyens qui pourraient investir ensemble dans les énergies renouvelables et consommer cette énergie et utiliser cette flexibilité qui serait utilisée de manière locale. Mais ça peut être également utilisé pour des solutions plus centralisées, donc c'est-à-dire des solutions plus traditionnelles qui rentreraient dans un portefeuille plus large des gros acteurs du secteur, tels que les producteurs et les fournisseurs. Et donc, de manière globale, ce travail va vraiment permettre d'informer sur le fait qu'il y a un potentiel qui est là et qui a des avantages environnementaux, sobres en ressources, économiques, diminuer les coûts de l'électricité et sociétaux en permettant d'utiliser des anciennes ressources locales pour aider le système. Merci beaucoup à vous, Jean-François Toubeau. J'appelle à présent le président du jury en Sustainable IT, qui est Olivier Vergenst. Vous êtes directeur de l'Institut belge du numérique responsable, un institut qui rassemble les organisations en faveur d'une transformation numérique plus responsable, éthique, humaine et respectueuse de l'environnement. Alors, on l'a dit, Pietro est le lauréat de cette catégorie en Sustainable IT. Comment est-ce que les membres du jury se sont positionnés par rapport à ce travail ? Bonjour Caroline, bonjour à tous. Au nom du jury, je tiens à féliciter Pietro Favaro, évidemment, lauréat de notre catégorie. J'en profite pour rapidement souligner 2 points. Tout d'abord, le fait que le travail de Pietro cadre parfaitement dans la problématique du Sustainable IT, ou en français, le numérique responsable. Rapidement, le but du numérique responsable, ce n'est pas seulement la réduction de l'empreinte du numérique, ce qu'on appelle le Green IT, dont on entend pas mal parler, mais c'est aussi de réduire les aspects sociaux, comme la fracture numérique, de créer des fonctionnalités au service d'une société plus juste et équitable, et enfin d'utiliser le numérique pour réduire notre empreinte environnementale globale, ce qu'on appelle l'IT for Green. Et ce mémoire-ci s'inscrit totalement dans cette catégorie. D'autre part, deuxième point, je souligne que pour les futurs candidats, que le fait que les organisateurs des ERA Awards revoient chaque mémoire et proposent au jury de déplacer potentiellement d'une catégorie à l'autre certains mémoires, si ça augmente leur chance de gagner un trophée. Et c'est ce qui s'est passé pour ce mémoire initialement proposé dans la catégorie Engineering et finalement notre lauréat dans la catégorie Sustainable IT. Alors pour en revenir au mémoire, je vais en partie répéter ce qui vient d'être dit. Évidemment, l'optimisation du stockage à très grande échelle de l'électricité issue d'énergie renouvelable est un enjeu essentiel pour réussir la transition énergétique et évoluer vers un monde moins carboné. C'est pour ça que ce mémoire nous a marqué. Il est particulièrement innovant par la modélisation proposée, l'optimisation apportée grâce à l'intelligence artificielle, directement applicable à des sites de stockage existants, mais aussi par les gains d'efficacité qui rendent économiquement possible de convertir d'anciennes carrières, d'anciennes mines en nouveaux sites de stockage, avec un moindre impact sur la faune, la flore, puisque ces zones sont déjà artificialisées. Alors, s'il faut trouver un point d'amélioration à ce mémoire, comme on essaie toujours de faire, ce serait d'enrichir l'étude par une meilleure prise en compte des bénéfices sociaux et participatifs dont on vient de parler, mais qui étaient peut-être moins présents dans le mémoire et dans lesquels nous fondons beaucoup d'espoir. Mais je pense que l'essentiel est dit, le mémoire est notre lauréat 2023. Nous félicitons évidemment Pietro. Nous sommes convaincus que ce mémoire peut être utile pour les décideurs, décideuses politiques et les collectivités producteurs d'énergie. Merci beaucoup à vous. On se retrouve évidemment encore dans la suite de ce webinaire. On va passer aux questions-réponses avec toi, Pietro. Une première question, quid de la stabilité des galeries de mines ? Ok.
Alors, bon, là, on sort un peu de mon domaine d'expertise. Voilà, toutes les mines ne sont pas des candidates potentielles possibles. Il faut effectivement réaliser une étude de stabilité et s'assurer que elles sont, elles sont adaptées au pompage turbinage. Maintenant, il ne faut pas oublier non plus que certaines mines ont été simplement remplies d'eau et donc sont toujours remplies d'eau et sont quelque part déjà le bassin inférieur du système et sont parfaitement stables elles évoluent déjà, elles existent déjà en cet état. Pardon, je n'avais pas rallumé mon micro. Une remarque de Charles Huberbonne qui nous dit « Bonjour, félicitations pour ce travail stimulant. Un problème me semble cependant à prendre en compte. Il se fait que les anciennes carrières présentent un grand potentiel de restauration de la biodiversité. Ce sont les derniers milieux où peuvent se reproduire, par exemple, des espèces comme le hibou grand-duc. Les utiliser comme bassin de stockage pourrait priver de nombreuses espèces de leurs derniers habitants, de leurs habitats de substitution en Wallonie. Pas simple, les arbitrages entre éléments de l'environnement, climat ou biodiversité. Est-ce que tu as envie de réagir à cette remarque? Oui, je pense que c'est une remarque tout à fait pertinente et quelque part, la réponse est à la fin. Ce sont des arbitrages. J'ai envie de dire que convertir une ancienne mine en station de pompage turbinage, on voit le problème pour les hiboux de Grand-Duc parce que c'est à côté de chez nous. Faire importer des batteries qui sont faites de métaux rares qui sont exploités en Asie avec des mines à ciel ouvert dans des conditions de travail assez dramatiques et environnementales bien pires, à l'échelle globale, c'est bien pire. Mais c'est vrai que ça nous impacte moins. Et donc, je pense qu'il faut quand même, si on veut réussir cette transition énergétique qui nous concerne tous, il faut en fait arriver de temps en temps à accepter le fait que voilà, on va être impacté, nous, directement, au lieu de pousser ça hors de nos frontières. Est-ce que tu as une idée de, si on exploitait donc ces différentes mines, de la quantité d'énergie et d'électricité qu'on pourrait produire? Qu'est-ce que ça pourrait représenter à l'échelle d'un pays comme la Belgique ou d'une région comme la Wallonie? Ouais. Alors, c'est une excellente question. Ça va dépendre forcément du nombre d'installations proposées. Maintenant, voilà, pour citer un exemple concret, la plus grosse station de pompage-turbinage en Belgique, c'est Co. C'est grosso modo la puissance d'un réacteur nucléaire. Donc, on voit qu'on se bat au fédéral pour savoir combien de réacteurs on va garder. Co, c'en est un. Les stations de pompage-turbinage souterraines, par contre, seront d'ampleur beaucoup plus petite, mais pourraient être beaucoup plus nombreux. Je disais tout à l'heure que tu étais actuellement aspirant FNRS. Est-ce que tu continues à travailler sur le même sujet actuellement? Comment ça se passe pour toi? Oui, bien sûr. Donc, ici, donc, je continue à étudier la question et à travailler sur les résultats. Ça fera l'objet d'un papier très prochainement. Donc, ça, c'est vraiment pour l'aspect stockage d'énergie avec le pompage-turbinage. Et puis, comme ça a été souligné par le président du jury et mon promoteur, la méthode qu'on a employée est générique et elle peut donc être utilisée sur d'autres problèmes. Et maintenant, je m'intéresse à la possibilité d'utiliser les bâtiments comme finalement du stockage d'énergie, mais sous forme thermique. Ok, affaire à suivre. Donc, un petit mot peut-être en attendant éventuellement une nouvelle question. Qu'est-ce que tu retiens, toi, de l'expérience des ERA Awards, Pietro? Je pense que ce que ça apporte vraiment, c'est de s'interroger une fois le travail fini, vraiment sur qu'est-ce qu'on a apporté. Et dans dans cet aspect à 360 degrés qui est défendu par les ERA Awards, souvent quand on commence, on a une idée, mais bon, les choses évoluent et dévient, elles s'enrichissent et parfois s'appauvrissent. Et je pense que le fait de postuler à un tel prix, c'est vraiment de prendre le temps, une fois qu'on a fini, et souvent qu'on est fatigué, de se dire, voilà, le travail que j'ai fait, j'ai réussi à apporter ça, j'ai réussi à apporter ça, mais aussi d'identifier peut-être une ou l'autre faiblesse qu'on cherchera à compléter par la suite, comme j'ai pu le faire dans le cadre de mon travail postérieur dans le doctorat. Et ça, c'est vraiment l'enrichissement personnel, je pense, de pouvoir s'arrêter et oui, vraiment jeter un regard sur son travail passé.
Super, merci. Merci beaucoup Pietro. Et comme pour tous les autres travaux, évidemment, on a mis le lien justement dans le fil de la discussion pour pouvoir aller lire ce que tu as proposé. Merci beaucoup et bravo encore à toi. On va poursuivre évidemment avec le numérique responsable avec 2 travaux qui ont été nommés dans cette même catégorie. Et le premier, c'est celui de Nicolas Mouton. Bonjour Nicolas. Bonjour. Alors, tu as terminé un master en droit à la faculté de droit et de criminologie de l'UC Louvain, c'était en juin 2022. Tu es actuellement gestionnaire en développement durable, OSPOE, mobilité et infrastructure. Et ton mémoire de master s'intitule « L'obsolescence prématurée à l'épreuve du droit à la réparabilité européen, une approche environnementale de l'obsolescence des appareils électriques et électronique dans l'éco-conception et la garantie légale de conformité », un bon long titre. Alors, tu as eu un promoteur et une promotrice pour ce mémoire, Charles Hubert Born, qui est professeur à la faculté de droit et de criminologie de l'UC Louvain, ainsi que Christine Frison, qui est chargée de cours à la faculté de droit et de criminologie de l'UC Louvain également. On retrouvera Charles Hubert Born et notre président de jury dans quelques minutes. En attendant, on t'écoute Nicolas pour ta présentation en 3 minutes. Merci beaucoup pour cette introduction. Alors bonjour à tous et merci pour votre présence. Et pourquoi s'être intéressé à l'obsolescence programmée ou prématurée des technologies? Au-delà du fait que de l'électronique, il y en a partout autour de nous, toutes nos technologies ont un impact sur l'environnement au sens large, mais aussi sur l'être humain. Et l'obsolescence, elle, vient accentuer certains de ces impacts. Alors pour prendre que cet exemple, celui de la phase d'extraction des métaux et de leur transformation, cette phase, elle libère beaucoup de substances nocives dans l'environnement, ce qui va impacter la biodiversité et tout naturellement participer au dérèglement du climat. Ce qui vient aussi immédiatement interroger la composante sociale du développement durable, en ce que ces substances, elles intoxiquent l'être humain, alors particulièrement les populations qui vivent à proximité des sites d'extraction-transformation. Et l'acte même, lui, d'extraction vient contribuer à la perte de terres fertiles, et c'est évidemment pas les seuls problèmes que l'on retrouve dans cette filière. Et l'obsolescence, dans tout ça, elle vient augmenter artificiellement la demande en matières premières, avec évidemment toutes les conséquences que vous pouvez imaginer. En bref, cette obsolescence, on peut dire qu'elle nécessite de reproduire les effets délétères de la phase de production des appareils électriques et électroniques, et ce, à un rythme toujours plus important. Et alors, que peut le droit dans tout ça? Est-ce que, par exemple, il faut utiliser le droit pénal pour faire de l'obsolescence un crime ou un délit? À cet égard, la France nous a montré que ce n'était peut-être pas la voie à suivre, question de preuves et d'autres problèmes. Mais que faire alors? Eh bien, il est peut-être intéressant ici de saisir l'opportunité qu'offre le droit européen, encore sous forme de prémisse, de consacrer un droit à la réparabilité. On retrouve ces prémices d'une part dans les règles qui sont liées à la conception des appareils et d'autre part dans les règles de garantie. Alors, pour analyser ces 2 instruments et proposer des pistes d'amélioration en accord avec les principes du développement durable, il a fallu caractériser l'obsolescence. Et on retrouve 5 grands types d'obsolescence. On retrouve l'obsolescence intégrée, l'obsolescence économique, technique, technologique et enfin psychologique. Et lorsqu'on met en relation ces catégories avec la réponse qu'apportent les instruments européens, on s'aperçoit 2 choses. La première chose, c'est que ces instruments se complètent plutôt bien. La synergie de ces instruments fait que l'obsolescence technique, intégrée et économique est plutôt bien traitée. En tout cas, on peut dire qu'il y a là un bon début. Et la deuxième chose, c'est que c'est très dur de lutter contre les formes les plus psychologiques de l'obsolescence. Mais des solutions existent pour mettre toutes les chances de son côté, comme l'accessibilité aux pièces détachées ou encore un juste partage de responsabilités entre le vendeur-fabricant et le consommateur. Mais s'il faut retenir une chose de cette présentation, c'est bien l'espoir qu'offre le droit européen pour lutter contre l'obsolescence. Voilà, merci. Merci beaucoup Nicolas, on se retrouve dans quelques minutes pour les questions-réponses, donc n'hésitez pas à déjà poser vos questions à Nicolas, ça fera un plaisir de les relayer dans quelques instants. Et je donne la parole à l'instant à Charles Hubert Born, qui est donc l'un de tes promoteurs. Bonjour à vous. Bonjour, bonjour. Voilà. Bonjour Alors, Nicolas. en quoi est-ce que le mémoire de Nicolas fait avancer les pratiques et la réflexion dans son domaine de recherche? C'est vraiment un mémoire qui est
extrêmement intéressant parce que d'abord, il fait le point de façon très rigoureuse sur la notion d'obsolescence et la typologie qu'il a proposée est vraiment intéressante pour bien saisir toutes les nuances en fait qu'il y a dans ces pratiques finalement des producteurs je dirais, ont beaucoup de ressources et d'imagination pour essayer de multiplier les ventes de leurs produits. Et donc, il met aussi en évidence le rôle des utilisateurs et ça c'est très intéressant de ne pas, je dirais, jeter la pierre que aux producteurs, mais aussi aux utilisateurs, hein, ceux qui changent tout le temps d'iPhone, etc., par exemple. Et donc, il met bien en évidence toutes ces nuances dans l'obsolescence. Et puis, il propose finalement une approche critique je dirais, de législations qui sont déjà mises en place pour lutter contre l'obsolescence, comme par exemple le droit pénal en France. Et il montre bien que ce n'est pas vraiment efficace, en fait, et il va chercher des alternatives qui sont a priori plus prometteuse dans la directive éco-conception, par exemple, ou dans la directive sur la garantie du vendeur de son produit. Et en même temps, il a une approche critique et donc il fait des recommandations très concrètes. Je trouve que c'est vraiment très, très intéressant et je pense que le législateur européen et belge, d'ailleurs, devraient s'inspirer de ça pour avoir une approche très fine de l'obsolescence et de la lutte contre l'obsolescence programmée. C'est vraiment un très bon travail. Merci à vous. Je donne à présent la parole à Olivier Vergainst, qui est notre président de jury dans cette catégorie. Alors, qu'est-ce qui a séduit le jury dans le mémoire de Nicolas? Plein de choses, mais déjà, de nouveau, je reviens avec le fait qu'on a un transfert réussi de catégorie au sein des RA Awards, c'est le deuxième dans notre cas, pour ce mémoire initialement soumis dans la catégorie Sustainable Law, juridique donc, un transfert positif qui lui a permis d'être nominé dans notre catégorie et qui rappelle l'omniprésence du numérique dans nos vies aujourd'hui, puisqu'on parle du juridique, on est dans le numérique. Nous avons tenu à mettre en lumière le travail de Nicolas, qui propose une analyse poussée de 2 instruments juridiques européens susceptibles de faire barrage à l'obsolescence prématurée, qui est un enjeu sociétal et environnemental majeur, particulièrement dans le numérique. On sait que nos équipements durent très peu de temps, sont changés très rapidement, très difficilement réparables, etc. Il s'agit ici vraiment de favoriser le droit à la réparabilité. C'est l'une des priorités du Green IT. Et si le prisme principal du mémoire est avant tout juridique, il prend également en compte des dimensions plus psychologiques, comportementales, sociales, dans une moindre mesure économique. Donc on est vraiment dans cette catégorie du numérique responsable où on essaye de regarder tous les aspects. Et l'un des points qui nous a marqué ici est que ce mémoire approfondit et surpasse ce qui est habituellement étudié en matière d'apport de la pratique juridique à l'IT. Comme M. Borne nous le disait à l'instant, nous pensons que les propositions formulées dans ce mémoire, qui sont liées aux réflexions menées actuellement au niveau européen, pourraient être exploitées directement par les autorités publiques, par des acteurs du secteur juridique aussi. Personnellement, et je pense qu'au nom du jury, nous sommes persuadés qu'un cadre juridique a plus d'impact que la seule bonne volonté des acteurs industriels. C'est ce qu'on a pu observer, évidemment. Donc, un grand merci à Nicolas pour ce travail de qualité et félicitations. Merci beaucoup, merci à vous. Et on se retrouvera évidemment encore une dernière fois, Olivier Vergainst, en fin de webinaire. Alors, le jury le disait, ton promoteur aussi, il faudrait soumettre ce mémoire aux autorités. Où est-ce que tu en es? Est-ce que tu as eu l'occasion justement de le faire connaître? Oui, tout à fait. Ça a été transmis à la Commission européenne parce qu'ils sont en train de revoir justement cette directive éco-conception pour en faire un nouveau règlement. Et il me semblait que ce travail était en effet pertinent pour guider leur réflexion et faire progresser les recherches dans la bonne direction, si on veut. Alors, une question qui est arrivée pour toi, quelles sont les différences entre les obsolescences intégrées, techniques et technologiques? Alors oui, si on reprend une petite explication assez rapide de toutes les catégories, comme ça tout le monde aura une vision bien claire. Donc, tout ce qu'on comprend dans l'obsolescence intégrée, ça c'est vraiment la catégorie la plus connue, c'est l'intégration d'emblée ou futur de techniques et mécanismes qui rendent la durée de vie de l'appareil nettement inférieure à ce qu'il est possible de réaliser compte tenu de l'état des connaissances scientifiques actuelles. Ça, c'est vraiment l'obsolescence intégrée. On distingue l'aspect software, l'aspect hardware. Software, c'est tout ce qui va concerner le logiciel. Par exemple, on pourrait imaginer qu'un fabricant rend impossible l'installation sur d'anciennes machines d'applications de mise à jour nécessaires pour le fonctionnement de l'appareil. Et au niveau hardware, cette fois-ci, c'est vraiment l'intégration de produits, de matériaux qui ont des propriétés scientifiquement moins résistantes. Alors, pour l'obsolescence technique et économique, ou l'obsolescence économique est une sous-catégorie de l'obsolescence technique, l'obsolescence technique, ça va viser tout ce qui concerne les pratiques des fabricants qui vont restreindre la disponibilité des pièces détachées à la réparation ou bien qui rendent les services de réparation plus difficiles d'accès
pour l'utilisateur, entre autres par le prix, le délai d'attente ou encore la conception du produit. Et l'obsolescence économique, elle, c'est vraiment tout ce qui va se concentrer sur le prix lié à la réparation. Alors après, on a l'obsolescence plutôt psychologique. Et l'obsolescence psychologique, c'est lorsqu'un utilisateur en fait, va choisir de changer son appareil électrique ou électronique par des intérêts du précédent. Soit c'est vraiment des considérations qui lui sont propres, soit c'est des considérations un peu mues par des techniques de marketing. On sait très bien que là-dedans, le marketing est assez agressif. Et pour l'obsolescence technologique, c'est ici, on délaisse un appareil, mais pour l'idée de performance améliorée de celui qu'on souhaite acquérir. Et performance, on entend par là tout ce qui est en matière de consommation d'énergie, vitesse de calcul ou encore rayonnement émis. Plein d'exemples. Voilà, ça c'est pour un petit aperçu des catégories d'obsolescence. D'accord. Alors, quelle est la part active que peut prendre justement le consommateur, à part arrêter de changer d'appareil tous les 6 mois, justement pour lutter contre cette obsolescence? Et pour lutter contre cette obsolescence, ce qu'il a entre ses mains, c'est évidemment de préférer, lorsqu'il ton appareil tombe en panne, la réparabilité. Alors, je me doute bien que toutes les personnes ne sont pas capables de réparer elles-mêmes les pièces, c'est parfois très, très compliqué, mais en tout cas de se diriger vers des personnes compétentes pour réparer. Et justement, c'est ce qu'essaye d'insuffler le législateur européen avec une récente proposition de directive 23 mars 2023, si ma mémoire est bonne. Donc vraiment, on est dedans. Et là-dedans, on aura un site qui va réunir tous les réparateurs, donc une espèce de plateforme où on verra qui s'occupe de reconditionner les biens, de réparer. Et donc, ça va rendre la réparation plus visible, plus accessible. En tout cas, je l'espère. Et est-ce que l'Europe prévoit d'imposer justement aux constructeurs, aux concepteurs de proposer des pièces de rechange pendant X temps ou une réparabilité pendant X temps? Alors, elle le fait déjà, en fait, hein, la directive éco-conception, mais surtout les règlements d'exécution qui sont pris par cette directive, imposent que toute une série de pièces soient déjà disponibles, des pièces détachées, mais c'est pas encore assez suffisant et surtout, c'est assez restreint pour le moment. Il y a parfois que les professionnels qui ont accès à ces pièces-là, alors qu'on souhaiterait dans un futur qu'il y ait aussi le consommateur qui puisse y avoir accès. Et surtout à un prix qui n'est pas prohibitif, comme on le voit souvent, par exemple une batterie qui coûte plus cher que le prix de l'ordinateur, ce qui est un peu ridicule. Enfin. On est bien d'accord. Alors Nicolas, est-ce que l'introduction de technologies comme la 5G ne va pas pousser à l'obsolescence de nombreux objets connectés? Donc, n'est-ce pas un élément dont il faudrait évaluer l'impact au moment d'introduire cette technologie? Alors, si on aurait dû évaluer évidemment l'impact de l'introduction de la 5G, enfin, on est déjà bien lancé dedans. Et c'est sûr que ça nous questionne aussi sur notre mode de consommation. Est-ce qu'il ne faut pas revoir un petit peu nos standards de vie à la baisse, être un petit peu plus raisonnable et de se dire que la technologie qu'on a, elle est déjà bien, elle nous permet déjà de faire ce qu'il faut. Hein, on a déjà tout ce qu'il faut dans la technologie et d'augmenter leur durée de vie plutôt que de chercher systématiquement la nouveauté. Voilà. Alors évidemment, on pourra consulter ton mémoire via le site de la Fondation pour les générations futures. Si tu devais inciter d'autres personnes… j'ai encore une petite question, excuse-moi. Oui. Est-ce qu'il y a des initiatives notables à souligner par secteur, tel le Fairphone? Alors oui, j'ai regardé en effet tout à fait le Fairphone au niveau des téléphones dont la conception est basée pour être réparable. Mais aussi au niveau des ordinateurs, Framework, une nouvelle marque qui vise à aussi rendre, comme le Fairphone, les ordinateurs par modulaires et détachables et faciles à réparer. Mais voilà, ici, il faut se renseigner, il faut regarder sur Internet. C'est les petites initiatives naissent à gauche, à droite. Et aussi en matière de publicité, on a des gens comme Give Action qui essayent de faire de la publicité plus éco-responsable, etc. Le consommateur a quand même une part très active à jouer dans le fait de se renseigner, etc. Voilà, peut-être un peu trop importante, mais soit. Une dernière petite question pour toi, Nicolas. Si tu devais inciter quelqu'un à participer au ERA Awards, qu'est-ce que tu pourrais lui dire d'après ce que tu en as tiré à titre personnel? Que c'est une belle expérience à vivre et que ça permet vraiment de s'interroger aussi a posteriori sur les apports de notre mémoire sur les 4 P, People, Profit, Planet and Participatory Governance. Donc, c'est vraiment très intéressant aussi pour faire évoluer sa réflexion et de se dire, tiens, oui, plus tard dans le futur, si je devais faire une recherche, peut-être que je prendrais plus en considération l'aspect social ou plus l'aspect planète, etc. Et ça me semble très intéressant pour le développement dans le futur. Merci Nicolas. Alors, une dernière mini-question, la référence de l'ordinateur modulaire, s'il te plaît, nous demande-t-on. La référence, la marque, tu peux peut-être la noter dans…
Je peux peut-être la noter dans le chat, ce sera plus simple. C'est vrai Voilà. qu'avec mon accent. Ok, ça va. Mais alors, on attend ça dans le chat. Merci beaucoup, Nicolas. Voilà, Bravo c'est pour noté. ton travail. Voilà, merci beaucoup. Le dernier travail présenté ce matin a été nommé pour ce même prix en Sustainable IT. On va découvrir le travail d'Antoine Percy. Bonjour Antoine. Tu as Bonjour, vécu merci. par 2 canaux différents ce matin. Ouais, Tu as terminé, c'est voilà, exact. ton master en ingénieur civil et électricien à l'EPL, l'école polytechnique de Louvain, donc l'école de l'UC Louvain, c'était en septembre 2022. Tu es actuellement en année sabbatique et ton mémoire s'est intéressé au reconditionnement des semi-conducteurs présents dans nos PC portables, smartphones et autres objets connectés, un reconditionnement qui permettrait de faire un pas vers la sobriété numérique et la souveraineté technologique de l'Europe. Tu as eu 2 promoteurs pour ce mémoire, Jean-Pierre Rasquin, qui est professeur à l'école polytechnique de Louvain et directeur du RFSOE Research Group, je ne sais pas comment on le prononce, à l'UC Louvain, et Sébastien Toussaint, qui est professeur invité à l'Université Saint-Louis Bruxelles et qui est postdoctorant au sein de ce même groupe de recherche de l'UC Louvain. On retrouvera Sébastien Toussaint dans un petit instant. En attendant, Antoine, c'est à toi, on t'écoute. Merci beaucoup pour cette introduction. Donc, il faut que je partage. Et voilà. Donc, bonjour à tous. Moi, aujourd'hui, je vais vous parler du point commun qu'il y a entre la visite de Nancy Pelosi à Taïwan en août dernier et 40% des émissions de gaz à effet de serre liées à la société Apple. Le point commun qu'il y a entre ces deux choses qui sont opposées sont les semi-conducteurs. Les semi-conducteurs sont les composants de base de notre électronique et sont bien indispensables à la production de bon nombre de nos appareils. Mais leur production, elle pose 2 problèmes majeurs. La première est qu'elle est si complexe qu'elle émet énormément de gaz à effet de serre. Donc, je le répète, à l'échelle de la société Apple, donc même en prenant en considération l'émission de CO2 de l'utilisation des appareils, eh ben, la simple production représente 40% des émissions de gaz à effet de serre liées à la société. Et leur production est si complexe qu'uniquement quelques entreprises sont capables d'en produire. Et en termes de part de marché, elles sont à 67% taïwanaises. Nous avons donc ici 2 problèmes, qui est de souveraineté technologique et un autre problème qui est l'émission de la production. Et d'un autre côté, énormément des semi-conducteurs présents dans nos déchets électroniques sont encore fonctionnels. Donc on s'est dit, tiens, pourquoi pas reprendre les déchets électroniques qui sont présents dans reprendre les semi-conducteurs présents dans nos déchets électroniques pour les réintroduire dans l'industrie. Mais pour ce faire, il faut lever quelques inconnues. La première, il faut que les semi-conducteurs qu'on réutilise, il faut qu'on sache certifier qu'ils vont être viables dans le temps et qu'ils vont être fonctionnels pendant un certain nombre d'années. Deuxièmement, il faut également que ce processus soit rentable à l'échelle. Sinon, aucune industrie va s'attaquer à la réutilisation de semi-conducteurs. Et dernièrement, il faut vérifier que ce qu'on fait est bel et bien bon pour l'environnement. Pour s'attaquer au problème, nous avons décidé de nous concentrer sur les mémoires flash. Les mémoires flash, comme leur nom l'indique, permettent de conserver de la donnée. Donc, de conserver vos fichiers dans votre téléphone ou vos photos, etc. Et ces mémoires flash, elles ont un problème majeur. C'est qu'au cours de leur vie, elles vont se dégrader. Et ces dégradations peuvent se répercuter sur le temps d'effacement. Donc, on voit qu'entre 0 et 10 000 cycles d'effacement, écriture de la donnée dans la mémoire flash, le temps d'effacement reste stable et la mémoire flash n'est pas tellement dégradée. Et entre 10 000 et 100 000 cycles, la mémoire flash va se dégrader jusqu'à atteindre la retraite et ne juste plus être fonctionnelle. Elle n'est plus capable de conserver de la donnée, ce qui est un peu problématique pour une mémoire. Nous avons donc étudié la capacité d'un recuit thermique, donc de mettre une mémoire flash qu'on réutiliserait dans un four à 250 degrés pendant 12 heures pour la remettre à état d'usine. Effectivement, lorsqu'on fait un deuxième cycle de vie, donc la courbe orange, on remarque que sur son deuxième cycle de vie, ses propriétés sont très proches du premier cycle de vie. Donc, le recuit thermique permet de la remettre quasiment à état d'usine, ce qui est de bon augure pour sa réutilisation. Deuxièmement, nous avons étudié quel pouvait être le bilan économique d'une réutilisation de mémoire flash à l'échelle. À l'échelle, c'est-à-dire à 4 millions d'unités par an. Et nous avons remarqué que cela pouvait être profitable à plusieurs conditions. Il fallait que le prix de vente soit assez haut, donc au minimum 75% du prix du marché des semi-conducteurs neufs, et également que les qualités des déchets électroniques qu'on avait en entrée soient bons, c'est-à-dire la capacité d'une économie à conserver les déchets électroniques à l'intérieur, pas dans des endroits humides, etc. Et puis, en termes d'environnement, nous avons remarqué que si on réutilisait des mémoires flash à l'échelle européenne,
Cela permettait d'économiser jusqu'à 1,4 mégatonnes CO2 équivalent par an. Pour conclure, ce mémoire est un premier pas vers la réutilisation des semi-conducteurs et on trouvait ça important à l'heure où l'Europe compte investir plus de 50 milliards pour permettre sa souveraineté numérique. On trouvait ça important de montrer que la réutilisation de semi-conducteurs pouvait également être une option et qu'en plus, elle était meilleure pour l'environnement que la production de semi-conducteurs conventionnels. Merci pour votre écoute et j'attends vos questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Antoine. On se retrouve effectivement dans quelques minutes. Je vais donner la parole tout de suite à l'un de tes promoteurs, c'est Sébastien Toussaint. Bonjour à vous. Bonjour, bonjour. Ah voilà, vous êtes là. Entendez bien? Ok. Voilà, Oui. on vous entend super bien. Alors, quel est l'apport scientifique et sociétal du mémoire d'Antoine? Donc, Antoine, il s'est intéressé à la vie des semi-conducteurs, des circuits imprimés. Je serais tenté de dire au cycle de vie, mais à l'heure actuelle, c'est pas du tout le cas. En fin de vie, il y a pas de traitements qui sont actuellement proposés. Et donc, il s'est posé deux questions. Il s'est posé la question de ce qui amène à cette fin de vie, d'un point de vue technique, et deuxièmement, d'un point de vue économique, la manière dont les semi-conducteurs sont actuellement traités, en fait, en fin de vie. Faut savoir que dans un secteur qui a une croissance aussi forte que celle de l'industrie semi-conductrice, la fin de vie, c'est pas vraiment une question qui était soulevée. Et donc, d'un point de vue scientifique, il y a pas mal d'apports sur la question de où en est l'IC dans sa vie à l'heure actuelle. Et Antoine a proposé des méthodes expérimentales. Donc, il a vraiment proposé une démarche méthodologique pour savoir où on en est dans la vie d'un IC, de manière à pouvoir éventuellement faire de la maintenance sur la vie de cet IC et, comme on l'a vu, le ramener d'une certaine manière à l'état d'usine pour le réinsuffler dans le secteur et là, faire une vie circulaire pour les IC. Et sociétalement, en fait, ça ouvre pas mal de perspectives en termes économiques, étant donné qu'il y a d'un côté le reconditionnement des produits des IC, et de l'autre côté, il y a le monde de l'ingénieur et le développement technologique des IC. Et entre les deux, il n'y a pas vraiment de réflexion sur le patrimoine semi-conducteur tel qu'on l'a à l'heure actuelle. Et donc, cette réflexion-là amène justement des questions économiques et techniques sur comment reconditionner et est-ce que ça vaut la peine de reconditionner. Donc, voilà, c'est les deux apports qui étaient principaux dans son mémoire. Merci beaucoup à vous. Je vais appeler à présent notre président du jury en Sustainable IT pour la troisième et dernière fois ce matin, Olivier Vergeens. Comment s'est positionné le jury par rapport à ce travail d'Antoine? Alors, au nom du jury, j'ai le plaisir de féliciter Antoine pour le travail qu'il a réalisé à travers cette nomination. Nous souhaitons soutenir sa diffusion auprès d'un plus large public parce qu'on entend aujourd'hui parler beaucoup de recyclage, mais ce qu'on ne dit pas assez, c'est que le recyclage ne doit venir qu'en dernier recours. Ce n'est certainement pas la solution à la surexploitation des ressources. Dans ce cas-ci, en complément d'une meilleure sobriété de nos usages numériques, la réparabilité et le reconditionnement sont beaucoup plus porteurs en termes de circularité et de durabilité, donc vraiment au cœur du Sustainable IT. La réutilisation des composants des appareils électriques et électroniques constitue ici une réponse à une double problématique majeure pour nous, la dépendance aux marchés internationaux, avec les fortes tensions géopolitiques qu'on connaît actuellement, et l'épuisement des ressources. Alors évidemment, dans une optique de Sustainable IT globale, on aurait aimé lire plus de détails sur les aspects géopolitiques, géostratégiques, les aspects financiers, etc. Mais dans le cadre de l'étude vraiment très technique réalisée ici, nous avons été conquis vraiment par le caractère innovant, par un processus rarement étudié, du moins pour ce que nous en connaissons, et convaincant réellement par sa rentabilité potentielle à l'échelle européenne. Il nous restait quand même une question à laquelle Antoine va peut-être pouvoir répondre. Combien de cycles de réutilisation pourrait-on espérer, permettant peut-être d'encore augmenter la rentabilité et la réduction d'empreinte environnementale que ce projet amène? Oui, c'est une bonne question. Donc, nous avons étudié ça effectivement également, mais on n'a pas mis les résultats. Et c'est possible de refaire des cycles, mais à chaque fois, on perd un petit peu de vie. Et également, un souci majeur, c'est qu'une mémoire flash va durer déjà 4 ans. Et puis, si on la réutilise 4 ans et puis qu'on ainsi de suite, à un moment, elle sera totalement obsolète par rapport à ce que le marché peut-être a offert, etc. Et donc, déjà faire un cycle, c'est déjà un bel impact. Et pourquoi pas, ça va à chaque fois être dans les dégradations d'utilisation. Donc, on part d'une mémoire flash qui est dans un téléphone, puis on va la mettre dans
dans une technologie qui est un peu moins demandante et puis dans une technologie encore un peu moins demandante. Et tant qu'on a ce downfall, donc cette chute de technologie, on peut continuer à faire des cycles et c'est totalement faisable. Donc, ça peut être intéressant d'y aller, effectivement. Ok, merci. Merci beaucoup, Antoine. Alors, je le disais, tu es en année sabbatique actuellement. Est-ce que tu vas poursuivre tes recherches quand cette année sera terminée? Comment ça va se passer pour toi? Alors, j'ai fini mon année sabbatique, donc j'ai fait un premier quadri, effectivement, et là, je crée une activité dans l'intelligence artificielle, donc malheureusement, je ne continue pas la recherche, mais l'UC Louvain continue dans ce sens de cette recherche. Et donc, il y a quelqu'un qui prend le flambeau, et Sébastien pourra vous en dire sûrement plus là-dessus. Donc, voilà. On restera à l'écoute. On attend évidemment vos questions toujours dans le fil de la discussion. Antoine, toi, au niveau de cette expérience des ERA Awards, qu'est-ce que tu en as retenu? Mais tout d'abord, je pense que c'était permettre à la fin du mémoire de se poser, de reposer toutes les questions qui étaient liées. Tiens, quel était mon impact grâce à ce mémoire et quelles ont été les réflexions peut-être que j'ai manquées ou également quelles étaient les réflexions qui allaient dans le bon sens dans ce mémoire. Et donc, ça permettait vraiment de remettre à plat un petit peu tout ça et de refaire. On prend, c'était avec un peu de recul, donc avec un mois de recul, on prend du recul et on se dit, tiens, effectivement, on a pu apporter ça, on a bien fait ça, ou cela aurait pu être amélioré, etc. Donc, c'était très, très intéressant. Et moi aussi, ça m'a permis de me motiver tout au long de l'année en sachant que, tiens, les RH sont une possibilité. Et donc, ça a eu un caractère aussi un petit peu motivant. Et puis, quant à la communauté, une fois qu'on est dans la communauté des primés, des RH, je trouve ça très, très sympa. Et même les journées qu'on a avec les autres primés, de rencontrer toutes ces personnes qui ont fait des travaux et qui s'investissent dans le même domaine et dans la sustainability. Donc, ça, c'est très intéressant et très enrichissant. Merci beaucoup. Alors, pas d'autres questions pour l'instant dans le fil, mais je rappelle que les mémoires, le tien, les autres, sont consultables sur le site de la Fondation pour les générations futures, même si là, actuellement, il y a une maintenance, donc on n'y a pas accès tout de suite, mais ce sera le cas un petit peu plus tard. Merci beaucoup, Antoine. Bravo. Merci à tous les promoteurs, promotrices, présidentes de jury qui étaient avec nous ce matin. Merci aussi à l'équipe des ERA Awards de la Fondation pour les générations futures. Je remercie également nos partenaires, IBA qui soutient l'ensemble des ERA Awards, EVS, le fonds Albert Vanet et Technor qui étaient partenaires de ces deux prix. Nouveau rendez-vous, c'est mardi prochain, le 18 avril à 10h, autour des ERA Awards en économie et finances durables. Et puis, je vous donne rendez-vous, bien évidemment, le 25 avril, mardi 25 avril à 17h30 à Liège pour la cérémonie de remise des prix donc, de ces ERA Awards 2023. Merci d'avoir été des nôtres et à très bientôt. Très belle journée à vous.